Vous souvenez-vous des contes qu'on vous lisait le soir, quand vous étiez enfant, des histoires de princes courageux, de princesses magnifiques et d'animaux qui parlent? C'était si doux, n'est-ce pas? Et si je vous disais que sous cette façade innocente se cachent en réalité de véritables thrillers et de sombres drames sociaux? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces récits pour enfants et dévoiler 20 significations cachées qui vous mettront véritablement mal à l'aise. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais Roule Galette du même œil. Pour commencer, penchons-nous sur l'origine de ces histoires. À l'origine, les contes n'étaient absolument pas destinés aux enfants. C'étaient des récits oraux pour adultes, une sorte de stand-up folklorique du Moyen Âge. Ils servaient d'avertissement, reflétant les dures réalités de la vie, la famine, les maladies, les guerres et les mœurs cruelles. Les frères Grimm, que nous connaissons comme de bienveillants conteurs, étaient en réalité des linguistes et des collecteurs de folklore. Ils notaient les légendes populaires sans vraiment les édulcorer. Ce n'est que plus tard, siècle après siècle, que ces récits ont été adaptés pour les oreilles des enfants, en supprimant les détails les plus macabres. Mais le sens originel a perduré, et nous allons le déterrer ensemble. Alors, commençons par une histoire que tout le monde connaît, Le Petit Chaperon Rouge. À première vue, c'est un joli conte d'une petite fille qui apporte des galettes à sa grand-mère malade. Mais en réalité, c'est l'un des récits d'avertissement les plus sombres et directs qui soient. Prenons les choses dans l'ordre. Pourquoi le chaperon est-il précisément rouge? Ce choix de couleur n'est pas anodin. Dans la culture européenne de l'époque, le rouge symbolisait le péché, la passion et la sexualité féminine qui s'éveillent. La fillette entre dans la puberté, et cette couleur vive la rend visible, la signalant comme une proie potentielle. Le loup lui-même n'est bien sûr pas un simple animal de la forêt. C'est une allégorie de l'homme prédateur, du séducteur. Remarquez qu'il n'attaque pas tout de suite. Il engage la conversation, se montre charmant et lui soutire des informations. Ces fameuses questions, alors qu'il est déjà au lit de la grand-mère, « Pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Pourquoi as-tu de si grands yeux ?» sont une tactique classique de l'agresseur qui réduit progressivement la distance et endort la vigilance de sa victime. Dans la version la plus ancienne du conte, celle recueillie par Charles Perrault, il n'y a pas de bûcheron, pas du tout. Le loup dévore la grand-mère, puis le petit chaperon rouge elle-même. Fin. La morale était limpide. Les jeunes filles ne devaient pas parler aux inconnus, sinon les conséquences seraient fatales. C'est une leçon cruelle, pas un conte pour enfants. Penchons-nous un instant sur l'histoire de Cendrillon. Nous avons tous en tête la version de Disney avec sa gentille fée marraine et sa pantoufle de verre. Mais dans la version des frères Grimm, ce conte prend une tournure bien plus sombre, se muant en un véritable thriller, où l'envie et l'automutilation règnent en maître. Ainsi, lorsque le prince arrive avec la pantoufle, aucune des demi-sœurs ne parvient à l'enfiler. Et que fait leur mère? Elle tend un couteau à l'aînée de ses filles et lui dit: coupe-toi un orteil. Une fois reine, tu n'auras plus jamais besoin de marcher. La jeune fille obéit, se tranche l'orteil, enfile la pantoufle et part avec le prince. Mais en chemin, des colombes perchées sur un arbre alertent le prince en chantant que la pantoufle est couverte de sang. La supercherie est éventée. Le prince rebrousse chemin et c'est au tour de la seconde sœur. La pantoufle lui est, elle aussi, trop petite. La mère lui tend de nouveau le couteau, mais cette fois, le conseil est de se trancher un morceau du talon. De nouveau, elle trompe le prince et se dirige vers le palais. Mais, une fois de plus, les oiseaux la trahissent. Mais ce n'est pas tout. Le dénouement du conte est une vengeance pure et simple. Lors du mariage de Cendrillon, ces mêmes colombes reviennent et, sans pitié, crèvent les yeux des deux sœurs. Un œil pour chacune sur le chemin de l'église et le second sur le chemin du retour. Ainsi, elles finissent aveugles et mendiantes pour le restant de leurs jours. Pas de pardon, pas de clémence, seulement une impitoyable rétribution. Et la Belle au bois dormant? L'histoire du baiser salvateur qui brise une malédiction centenaire. C'est le conte tel que nous le connaissons tous. Mais la version originale, le conte italien Soleil, Lune et Thalia, raconte une toute autre histoire. Ce n'est pas un prince charmant qui découvre la jeune fille endormie, mais un roi déjà marié, en pleine partie de chasse dans ses bois. Il la voit et, subjugué par sa beauté,
Il ne prend pas la peine de l'embrasser ou d'essayer de la réveiller. Il abuse d'elle, la laisse endormie dans le château et retourne dans son royaume. 9 mois plus tard, toujours plongée dans son sommeil enchanté, elle donne naissance à des jumeaux. Mais ce n'est pas un baiser qui la sort de son sommeil. Elle reprend conscience parce que l'un de ses nouveau-nés, en cherchant le sein, prend par mégarde son doigt et en aspire l'écharde empoisonnée du fuseau. Imaginez son choc. Se réveiller après 100 ans de sommeil et découvrir 2 enfants à ses côtés. Mais ce n'est que le début du cauchemar. La reine, l'épouse jalouse du roi, apprend l'existence de la princesse et de ses enfants. Elle ordonne au cuisinier de tuer les enfants, d'en faire un plat et de le servir au roi pour son repas. Quant à la princesse elle-même, elle décide de la faire brûler sur un bûcher. Finalement, le roi découvre toute la vérité, fait brûler sa méchante épouse et épouse la princesse. Mais avouez qu'une histoire de violence et de tentative de cannibalisme n'est pas vraiment le conte que l'on a envie de raconter le soir. Passons maintenant à Hansel et Gretel, l'histoire de 2 enfants perdus qui découvrent au cœur de la forêt une maison faite de pain d'épices et de douceur. On nous a toujours appris que c'était un conte sur l'ingéniosité et l'importance de l'unité pour vaincre le mal. Mais la véritable toile de fond de ce récit est bien plus terrifiante que n'importe quelle sorcière. Ce conte est un reflet direct de la grande famine qui a sévi en Europe au XIVe siècle, une période de récolte catastrophique où les populations mouraient par milliers. Le désespoir était tel que les adultes étaient contraints de prendre des décisions monstrueuses pour assurer leur propre survie. Abandonner ses enfants dans la forêt pour une mort certaine en était une. Ainsi, le père qui conduit Hansel et Gretel dans les profondeurs de la forêt n'est pas un méchant de conte de fées, mais l'incarnation de l'homme désespéré de cette époque. Et la sorcière avec sa maison en pain d'épices, ce n'est pas qu'une simple fantaisie, c'est une métaphore puissante. La maison en pain d'épices, une fausse lueur d'espoir, un appât mortel. En temps de famine, la moindre nourriture représentait un salut. Quant à la sorcière qui engraisse les enfants pour les dévorer, elle est une allégorie du cannibalisme qui, selon les témoignages d'historiens, a bel et bien eu lieu durant les années les plus sombres de la famine. Les enfants, pour survivre, doivent à leur tour faire preuve d'une cruauté extrême et brûler la sorcière dans le four. C'est un conte de survie dans un monde où la compassion n'a plus sa place, où règnent seulement la faim et la mort. Plongeons maintenant dans les profondeurs marines, à la rencontre de la petite sirène. La version de Disney nous a offert une Ariel rousse, chantante, qui finit par obtenir à la fois ses jambes et son prince charmant. Mais le conte original de Hans Christian Andersen est une tragédie, pleine de souffrances physiques et émotionnelles. Tout d'abord, le prix à payer pour avoir des jambes était bien plus élevé qu'un simple échange contre sa voix. La sorcière des mers avait prévenu la petite sirène que chacun de ses pas sur terre lui donnerait l'impression de marcher sur des lames de couteaux aiguisés. Chaque instant passé sur la terre ferme était un supplice pour elle. Elle dansait pour le prince, souriait, tandis que ses pieds saignaient, cachant une douleur insoutenable. Ensuite, le prince. Il ne l'a jamais aimée véritablement. Il l'a traitée comme une créature adorable et exotique, un peu comme un animal de compagnie. Il l'appelait sa trouvaille et la laissait dormir sur un coussin à ses pieds. Au final, il épousa une princesse terrestre qu'il avait, par erreur, prise pour sa sauveuse. Et le dénouement. Les sœurs de la petite sirène lui apportent un poignard qu'elles ont obtenu de la sorcière en échange de leurs propres cheveux. Pour se sauver et redevenir une sirène, elle devait tuer le prince et tremper ses pieds dans son sang. Mais elle ne le put pas. Elle jeta le poignard dans la mer, puis, à l'aube, se précipita elle-même dans l'eau. Son corps se dissolut, se transformant en écume de mer. Pas d'eux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Seul le sacrifice de soi, l'amour non réciproque et une douleur éternelle. Blanche-Neige et les 7 nains. À première vue, une histoire classique de la lutte du bien contre le mal. Mais, si l'on y regarde de plus près, c'est un drame psychologique sombre qui se dévoile, abordant l'envie féminine, le narcissisme et la peur de vieillir. La méchante principale ici, c'est la belle-mère, la reine. Son obsession pour la question « qui est la plus belle du royaume ?» n'est pas une simple vanité féerique. C'est la manifestation d'un trouble narcissique extrême.
Son estime de soi dépend entièrement de la validation extérieure de sa beauté. Et lorsque le miroir nomme sa belle-fille, son monde s'effondre. Blanche-Neige devient pour elle non seulement une rivale, mais un rappel vivant de sa jeunesse qui fane. Et la réaction de la reine n'est pas seulement de la bannir, mais de la détruire. Elle ordonne d'abord aux chasseurs de tuer la jeune fille et d'apporter en preuve son poumon et son foie. Ce sont des détails de la version des frères Grimm, souvent omis. Selon l'une des interprétations, elle comptait les manger, afin d'ingérer symboliquement la jeunesse et la beauté de Blanche-Neige. Les 3 tentatives de meurtre, le lacet étrangleur, le peigne empoisonné et enfin la pomme révèlent son obsession maniaque. Et les nains, ils ne sont pas tant des sauveurs que des symboles d'un monde patriarcal, prêt à accueillir une belle femme, mais uniquement dans le rôle de femme au foyer. Elle cuisine, nettoie, coude, pendant qu'il travaille. Ce conte n'est pas tant une histoire de magie qu'une illustration de la force destructrice de l'envie et des rôles sociaux cruels. Passons maintenant à un aspect moins connu, Boucle d'or et les 3 ours. Quand on est enfant, ce conte semble être une histoire amusante d'une petite fille trop curieuse qui se serait aventurée dans la mauvaise maison. Mais à l'origine, c'était une parabole bien plus sombre sur les conséquences du franchissement des limites d'autrui. Dans les versions les plus anciennes de ce récit, l'héroïne n'était pas une gentille petite fille, mais une vieille femme, rusée et laide. Elle s'introduisait délibérément chez les ours pour profiter de leur nourriture et de leur confort. C'était une histoire de vol et d'effronterie, non pas de curiosité enfantine. Les ours, de retour chez eux et découvrant le désordre, n'étaient pas simplement surpris, mais furieux. Leur célèbre phrase « Qui s'est assis sur ma chaise ? Qui a mangé dans mon assiette ?» ce n'était pas de simples questions, mais une colère grandissante, et la faim était loin d'être anodine. Dans certaines versions, les ours dévorent tout simplement la vieille femme effrontée. Dans d'autres, ils la jettent par la fenêtre, et elle se brise le cou. Et dans la version la plus douce, elle s'enfuit simplement dans la forêt. Mais le message reste le même. L'intrusion dans l'espace d'autrui, dans la maison d'autrui, ne restera pas impunie. Ce conte n'enseignait pas la curiosité, mais le respect de la propriété privée et des limites personnelles, et ce, de manière très dure. Rumpelstiltskin, c'est l'histoire d'un petit gnome maléfique capable de transformer la paille en or. Mais si l'on met de côté la magie, ce conte se révèle être une illustration terrifiante et ô combien réaliste de l'endettement forcé et du chantage. Imaginez la scène. Une jeune femme, la fille du meunier, est enfermée dans une pièce remplie de paille. On la menace de mort si elle ne parvient pas à la changer en or. Loin d'être une simple épreuve de conte de fées, c'est une situation d'extrême désespoir et d'impuissance totale. C'est alors qu'apparaît un sauveur inattendu, Rumpelstiltskin. Son aide, bien sûr, n'est pas désintéressée. Il commence par exiger un collier, puis une bague. C'est la méthode classique de l'usurier qui, au début, s'empare des petits objets de valeur. Et quand la jeune femme n'a plus rien à offrir, il réclame ce qu'elle aura de plus précieux dans l'avenir, son premier-né. Un contrat signé dans un moment de détresse absolue, aux clauses véritablement monstrueuses. Lorsque la reine se retrouve incapable de payer, il n'y a pas de pitié. Il vient réclamer son dû, et le seul moyen de s'en sortir n'est ni la force ni la richesse, mais la connaissance de son nom, autrement dit le pouvoir de le maîtriser. Ce conte est une sombre mise en garde. Les pactes désespérés ont un prix effroyable et les dettes, surtout celles contractées avec des forces obscures, peuvent anéantir une vie. Quant à Rumpelstiltskin lui-même, il finit par se déchirer de rage dans un accès de fureur. Une fin brutale pour un créancier implacable. Pokud vás stejně jako mě bavilo odhalovat tyto skryté významy, tak nezapomeňte dát like a odebírat kanál, abyste nezmeškali nové, neméně fascinující rozbory. A teď otázka pro vás. Která pohádka z vašeho dětství vám teď připadá nejděsivější? Nebo možná znáte jiné skryté významy, o kterých jsem se nezmínil? Napište o tom do komentářů, pojďme to probrat. L'histoire du joueur de flûte de Hamelin n'est pas qu'un simple conte de fées. Il s'agit très probablement du reflet folklorique d'une véritable tragédie historique. Le scénario est familier.
La ville de Hamelin fait appel à un joueur de flûte pour la débarrasser des rats. Il s'acquitte de sa tâche, mais les autorités refusent de le payer. En guise de vengeance, le joueur de flûte, avec sa flûte enchantée, entraîne tous les enfants hors de la ville. Cela sonne comme une sombre légende. Pourtant, les historiens estiment que des événements réels pourraient en être à l'origine. Plusieurs versions existent. La première est la plus sombre, l'épidémie. Les rats étant des vecteurs de la peste, il est possible que le joueur de flûte soit une allégorie de la peste noire qui aurait emporté les enfants de la ville, signifiant qu'ils auraient simplement succombé à la maladie. La flûte enchantée deviendrait alors le symbole d'une mort inéluctable. La deuxième version, le recrutement. Certains chercheurs établissent un lien entre cette légende et les croisades des enfants. Au Moyen Âge, il est arrivé que des prédicateurs fanatiques, par leurs discours, envoûtent des milliers d'enfants et d'adolescents, les entraînant vers la Terre sainte. La plupart d'entre eux périssaient en chemin ou étaient vendus comme esclaves. Le joueur de flûte, avec sa flûte, serait alors l'incarnation de ce type de recruteur. La troisième version, l'émigration massive. Il est concevable qu'en raison de la pauvreté et de la famine, un grand groupe de jeunes ait quitté Hamelin en quête d'une vie meilleure, partant coloniser les terres de l'Est. Dans la mémoire populaire, cet événement se serait alors transformé en une mystérieuse disparition. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un récit de magie, mais bien d'une perte réelle et déchirante de toute une génération d'enfants. La Belle et la Bête. Nous sommes habitués à y voir un hymne à la beauté intérieure et à l'amour inconditionnel. Pourtant, sous l'angle de la psychologie, cette histoire révèle les mécanismes classiques du syndrome de Stockholm. Analysons la situation. Belle, l'héroïne, se retrouve prisonnière dans un château. La Bête est son ravisseur. Il la séquestre, il contrôle chaque aspect de son existence. Initialement, sa peur et sa haine sont totalement justifiées. Mais peu à peu, plongée dans cet isolement complet, elle commence à percevoir des qualités chez son geôlier. Après tout, il n'est pas si terrible. Il lui offre une bibliothèque, il peut même se montrer bienveillant. C'est précisément la définition du syndrome de Stockholm, un phénomène psychologique où la victime développe des sentiments d'attachement, de sympathie, voire d'empathie envers son agresseur. Il s'agit d'un mécanisme de défense psychique, une stratégie inconsciente pour survivre dans des conditions extrêmes et intolérables. Au-delà de l'aspect psychologique, le conte puise également ses racines dans les réalités sociales de l'époque, les mariages arrangés. Il était courant que de jeunes femmes soient unies sans leur consentement à des hommes fortunés et influents, mais souvent âgés, peu attrayants, voire cruels. Dans ce contexte, la bête peut être vue comme la métaphore d'un époux non désiré, mais avantageux pour la famille. Le conte, en somme, incitait les jeunes filles à accepter leur destin et à chercher la beauté intérieure chez leur monstre, autrement dit, à s'adapter et à apprendre à aimer celui avec qui elles passeraient toute leur existence. C'est donc moins une histoire d'amour qu'un récit sur la survie et l'adaptation dans un monde patriarcal impitoyable. Jack et le haricot magique. C'est l'une de ces histoires captivantes de notre enfance, celle d'un jeune garçon astucieux qui a vaincu un géant maléfique. Mais penchons-nous un instant sur les actes de Jack sous l'angle de la morale et de la loi. Jack est, ni plus ni moins, un jeune délinquant. Il s'introduit chez quelqu'un. C'est une violation de domicile. Il dérobe les biens du géant, un sac d'or, une poule aux œufs d'or et une harpe magique. Il s'agit là d'un vol de grande ampleur. Et que dire de la fin? Lorsque le géant tente de récupérer son bien, Jack abat le haricot magique, faisant chuter le géant qui s'écrase mortellement. C'est un meurtre. Pourtant, le conte de fées présente Jack comme un héros exemplaire. Ses actes ne sont pas condamnés, bien au contraire. Ils le conduisent, lui et sa mère, à la richesse et au bonheur. On nous y suggère en filigrane « la fin justifie les moyens ». Si vous êtes pauvre et que quelqu'un est riche et de surcroît grand et effrayant, alors il est permis, voire nécessaire, de le dévaliser et de le tuer. Voilà une morale pour le moins discutable. Le conte glorifie le vol, la supercherie et le meurtre, dès lors qu'ils sont perpétrés par le petit contre le grand. En substance, c'est une justification du crime par l'inégalité sociale. Certes, le géant est dépeint comme le méchant,
Mais en réalité, il est la victime d'un vol qui ne faisait que défendre sa propriété, et Jack, un voleur et un meurtrier chanceux, est celui qu'on nous invite à considérer comme un héros. Parlons maintenant de l'un de nos contes populaires les plus célèbres, la princesse Grenouille. Nous la connaissons comme l'histoire qui nous enseigne que les apparences sont souvent trompeuses et qu'une âme magnifique peut se cacher sous une enveloppe modeste. Mais l'un des aspects cruciaux de ce conte, souvent négligé, est celui de la rupture d'un pacte et des conséquences de l'impatience. Rappelez-vous, Ivan Tsarévitch épouse une grenouille, mais découvre rapidement que la nuit, elle se transforme en la sublime Vassilissa la sage. Elle lui demande de patienter un court instant, d'attendre seulement 3 jours. Au terme de cette période, son épreuve prendra fin et elle restera humaine pour toujours. C'est la condition de leur bonheur futur. Mais qu'Ivan fait-il? Il ne peut attendre. L'impatience le consume, et peut-être aussi la honte d'avoir une épouse peu présentable. Il découvre la peau de grenouille de Vassilissa et la brûle dans le four. Il s'imagine qu'ainsi il hâtera le processus et la forcera à demeurer sous sa forme de beauté. Mais en réalité, il détruit tout. Il enfreint les règles du monde magique, brisant la promesse, même tacite, qu'il s'était engagé à tenir, celle de la patience. Par cet acte, loin de sauver son épouse, il la condamne à une captivité bien plus effroyable aux mains de Koschei l'immortel, et lui-même est voué à un long et périlleux périple pour réparer son erreur. C'est une leçon puissante. L'impatience et le désir d'obtenir tout de suite peuvent mener à la catastrophe et détruire ce que l'on chérit. Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir. Ça sonne comme un rêve, n'est-ce pas? Des jeux éternels, des vols, des aventures aux merveilleux pays imaginaires. Cependant, si l'on y regarde de plus près, cette histoire est bien plus profonde et mélancolique qu'il n'y paraît. Le pays imaginaire, ou Neverland, ce n'est pas qu'une simple île de fantaisie. Selon l'une des théories les plus populaires et plutôt sombres, c'est une métaphore du paradis pour les enfants morts. Peter Pan serait un ange guide qui accompagne les âmes des enfants vers l'au-delà. C'est pourquoi ils ne vieillissent jamais, ils ne le peuvent plus. Les garçons perdus seraient des enfants qui sont tombés de leur landau, c'est-à-dire des bébés morts en bas âge et laissés sans surveillance. Wendy et ses frères font figure d'exception, car Peter les a emmenés alors qu'ils dormaient, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient à la frontière entre les mondes. À la fin, ils reviennent, car ils se réveillent. Peter Pan lui-même est un personnage tragique. Il envie les enfants normaux, qui ont des mères et qui peuvent grandir. Son enfance éternelle n'est pas un don, mais une malédiction. Il est condamné à jouer éternellement, à oublier constamment ses amis qui partent et grandissent, et à rester seul pour toujours. Ce n'est pas une histoire de joie enfantine, mais de la peur de grandir, de la solitude et peut-être de l'acceptation de la mortalité infantile à l'époque victorienne où elle était effroyablement élevée. Les aventures de Pinocchio. Dans notre esprit, c'est avant tout le dessin animé de Disney, celui d'un adorable petit pantin de bois dont le nez s'allonge à chaque mensonge. Pourtant, le roman original de Carlo Collodi est une toute autre histoire. Il est bien plus sombre, plus cruel et plus édifiant. Collodi n'a pas écrit un conte pour les âmes tendres d'enfants. C'était une satire de la société et un récit brutal sur l'éducation par la souffrance. Dans le livre, Pinocchio n'est pas seulement naïf, c'est un gamin égoïste, paresseux et ingrat. Il s'enfuit immédiatement de chez son créateur Geppetto, et c'est à cause de lui que le vieil homme finit en prison. Les aventures de Pinocchio sont emplies de violence et de cruauté. Le grillon parlant, qui tente de lui donner de sages conseils, n'est pas simplement ignoré. Pris de rage, Pinocchio lui lance un marteau en bois et le tue sur le coup. Oui, dans le livre, il assassine sa conscience, mais le plus choquant, c'est la fin originale. Collodi n'avait absolument pas prévu de faire de Pinocchio un être humain. Son histoire devait s'achever au chapitre 15. Les brigands, le chat et le renard attrapent Pinocchio, lui dérobent ses pièces et le pendent à un chêne. L'auteur écrit ainsi: il sentit que son souffle s'arrêtait et il ne put plus prononcer un mot. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, allongea les jambes et, après un violent frisson, resta raide. Ça aurait dû être la fin. Ce n'est que sur l'insistance de l'éditeur du journal,
où la nouvelle était publiée que Collodi écrivit une suite avec son sauvetage et sa transformation en être humain. Le conte de Barbe Bleue est, à n'en pas douter, un véritable thriller d'horreur médiévale, dissimulé sous les traits d'un conte pour enfants. Bien plus qu'une simple histoire, il s'agit d'un véritable proto-slasher destiné à terrifier les jeunes lectrices. Le personnage principal, Barbe Bleue, est un riche aristocrate à l'allure effrayante. Il épouse une jeune fille et lui confie les clés de l'intégralité du château, mais lui impose une seule et unique condition, ne jamais pénétrer dans une petite chambrette au sous-sol. C'est un motif classique du fruit défendu qui exploite la curiosité humaine. Évidemment, la jeune femme ne peut s'empêcher de céder. Elle ouvre la porte et découvre une pièce inondée de sang où sont suspendues au mur les corps de toutes les précédentes épouses de Barbe Bleue. C'est un tueur en série. La clé, maculée de sang, devient la preuve indélébile de sa désobéissance. Lorsque Barbe Bleue revient et découvre la clé souillée, il annonce sans hésitation à sa femme qu'elle connaîtra désormais le même sort. Elle est sauvée au tout dernier moment par ses frères, qui font irruption dans le château et tuent le monstre. À première vue, la morale du conte serait le danger de la curiosité féminine, mais en réalité, c'est un avertissement glaçant sur le fait que derrière la façade de la richesse et du pouvoir peut se cacher un danger monstrueux et qu'un mariage avec un inconnu peut s'avérer un piège mortel. C'est une histoire de violence domestique et de tyrannie, poussée à l'horreur absolue. Les trois petits cochons. Dès notre plus jeune âge, cette fable nous paraît d'une simplicité enfantine. Sois travailleur et prévoyant, comme le troisième petit cochon, et tu n'auras rien à craindre du loup. Les maisons de paille et de bois symbolisent la paresse, celles de pierre l'application. Pourtant, derrière cette leçon apparemment simple se dissimule une philosophie bien plus dure et pragmatique. En substance, ce conte est une illustration du darwinisme social en miniature. Ce n'est pas simplement le plus travailleur qui survit, mais le plus préparé, celui qui dispose des ressources nécessaires. Construire une maison en pierre est bien plus coûteux et prend bien plus de temps qu'une simple cabane de paille. Autrement dit, le troisième petit cochon était soit le plus intelligent, soit le plus avantagé financièrement dès le départ. Mais qu'en est-il du sort de ses frères ? Dans la plupart des adaptations modernes, ils parviennent à s'échapper et se réfugient simplement dans la maison de pierre. Cependant, dans le conte populaire anglais original, la réalité est bien plus prosaïque et terrifiante. Le loup souffle la cabane de paille et dévore le premier petit cochon. Puis il détruit la maison de bois et dévore le second. Pas de salut possible. Et pour le final, le troisième petit cochon ne se contente pas de se cacher du loup. Quand ce dernier tente de s'introduire dans la maison par la cheminée, le petit cochon place un chaudron d'eau bouillante sur le feu. Le loup y tombe directement, et le petit cochon, toujours aussi prévoyant, couvre le chaudron, fait bouillir le loup et le mange pour son dîner. Ce n'est pas une histoire d'entraide fraternelle, mais bien celle de la survie impitoyable du plus fort, qui non seulement se sauve, mais littéralement festoie sur les restes de son ennemi. Réponse. L'histoire d'une jeune femme aux cheveux incroyablement longs, retenue captive dans une haute tour sans porte. Une histoire d'amour qui brave tous les obstacles. Mais en réalité, c'est une métaphore étonnamment juste de l'hyperprotection et des conséquences dévastatrices du contrôle parental. Mère Gothel, la sorcière, n'est pas qu'une simple antagoniste. Elle incarne la figure du parent toxique qui, sous couvert de protection et d'amour, isole totalement son enfant du monde extérieur. La tour sans porte symbolise un contrôle total, une prison érigée sous le masque de la sollicitude. Gothel persuade Réponse que le monde extérieur est dangereux et cruel, et qu'elle seule peut la protéger. Une manipulation classique, visant à retenir l'enfant prisonnier à ses côtés pour toujours. L'arrivée du prince marque la première tentative de Réponse de s'émanciper, de bâtir sa propre existence. Et quelle est la réaction de la mère aimante ? Une fureur noire. Elle refuse de laisser partir sa fille. Elle lui coupe sa magnifique chevelure, symbole de sa féminité et de son lien avec le monde extérieur, puis la bannit dans le désert, où elle est contrainte d'errer dans la misère. Le prince, elle le mutile également, allant jusqu'à le rendre aveugle.
Cette histoire met en lumière comment un amour parental étouffant, refusant à l'enfant le droit à sa propre vie, mène inévitablement à la tragédie. Le conte démontre qu'essayer de prémunir son enfant de tous les dangers du monde en l'enfermant dans une tour n'est pas une forme de protection, mais bien un égoïsme qui mutile l'enfant et hypothèque son avenir. Le vilain petit canard. C'est l'une des histoires d'Andersen les plus touchantes et les plus porteuses d'espoir. Elle nous enseigne qu'il ne faut pas désespérer si l'on est différent, car un jour on trouvera son groupe, sa famille, et on s'épanouira pleinement. Pourtant, derrière cette belle idée positive se cache un sous-texte assez dur, voire aristocratique. Réfléchissons un instant à ce qui se passe réellement dans ce conte. Le petit canard souffre non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est né dans la mauvaise famille. C'est un cygne qui se retrouve par hasard ou par erreur parmi les canards. Toutes ces humiliations et ces souffrances ne cessent pas grâce à ses efforts, son travail ou sa gentillesse. Elles prennent fin simplement parce qu'il rencontre enfin les siens, d'autres magnifiques cygnes comme lui. Le conte ne raconte pas comment un vilain canard peut devenir un beau canard. Il dit plutôt que si tu es né cygne, tu es magnifique de droit de naissance, même si tu te retrouves temporairement dans la boue. Et si tu es né canard, eh bien, tu resteras un canard. Dans ce sens, l'histoire reflète l'idée de la noblesse innée et de l'inégalité des classes. Ta valeur est prédéterminée par ton origine. Le sang bleu finira toujours par se révéler. Ce n'est pas une histoire de mobilité sociale où chacun peut réussir par ses propres moyens. C'est une histoire qui souligne l'importance de trouver sa place parmi ceux qui sont tes égaux de naissance. La morale s'avère plutôt snob. Le vrai bonheur et la reconnaissance ne sont possibles qu'au sein de son propre cercle, de ceux de son sang. La princesse au petit pois est un conte court et à première vue amusant. Le prince cherche une vraie princesse et sa mère met en place une épreuve. Elle place un petit pois sous 20 matelas et 20 édredons. La jeune femme qui le sentira sera la véritable princesse. On a l'habitude de penser que c'est un conte sur une sensibilité et une délicatesse incroyables, mais en réalité c'est une satire cinglante de l'aristocratie et de son snobisme. Andersen, lui-même issu d'un milieu modeste, se moquait souvent de la haute société dans ses œuvres. Pensez-y, quelle sorte de qualité est-ce que de sentir un petit pois à travers 40 couches de matelas? Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'absurdité, c'est de la délicatesse poussée à l'extrême, voire de la mollesse. Le conte montre comment l'élite, pour se distinguer du commun des mortels, invente des critères de noblesse absolument ridicules et dénués de sens. La vraie princesse n'est pas définie par son intelligence, sa gentillesse ou son caractère, mais par sa capacité à ressentir un inconfort causé par la moindre bagatelle. C'est une caricature des aristocrates, tellement déconnectés de la réalité que le moindre désagrément leur apparaît comme une véritable tragédie. Le dénouement, où le petit pois est exposé dans un cabinet de curiosités comme la plus grande des merveilles, ne fait que souligner cette ironie. Toute la cour royale n'admire pas la princesse elle-même, mais la preuve absurde de son sang bleu. Ce n'est pas un hymne à la délicatesse, mais une moquerie acerbe de l'élitisme et des moyens stupides de prouver son caractère exceptionnel. Et enfin Kolobok, ce joyeux petit bonhomme tout rond et doré, qui a faussé compagnie à sa grand-mère et son grand-père en chantant sa petite chansonnette pleine d'entrain. Dans l'enfance, on y voit une histoire d'ingéniosité et de vantardise. Mais si l'on regarde cette histoire à travers le prisme du cycle de vie, alors elle se révèle être l'une des histoires les plus tragiques et instructives sur la rébellion adolescente et ses conséquences. Kolobok, c'est au fond un enfant qui vient tout juste d'être cuit, c'est-à-dire qui vient de naître. Ses grands-parents représentent ses parents. Il repose sur le rebord de la fenêtre, il refroidit, ce qui signifie qu'il est sous surveillance. Mais à un moment donné, il décide qu'il est déjà grand et autonome. Il roule sa bosse, il quitte le foyer familial. Son voyage est le cheminement typique de l'adolescent qui se croit plus malin que tout le monde. Il rencontre le lièvre, le loup, l'ours, qui représentent différentes formes de dangers sociaux. Il leur échappe facilement et son assurance grandit à chaque victoire. Sa chanson « Je me suis sauvé de chez mon grand-père », « Je me suis sauvé de chez ma grand-mère ».
est un hymne au maximalisme juvénile et au rejet de l'autorité. Il se croit invulnérable. Et là, il rencontre la renarde. La renarde n'est pas juste un animal de plus. C'est le symbole de la ruse, de la flatterie et de la tromperie, desquelles on ne peut pas se défaire par la seule effronterie. Elle ne le menace pas par la force, elle le flatte, joue sur sa vanité. Assieds-toi sur mon museau et chante-moi encore une fois. Et le colobok, sûr de lui, tombe dans le piège. La renarde le mange. Fin de l'histoire. C'est une fin cruelle, mais ô combien réaliste. La fugue et une confiance excessive en sa propre invulnérabilité se terminent souvent tragiquement lorsque l'on se heurte à un monde réel et perfide. Mais les moments les plus choquants se cachent dans des détails qui, avec le temps, ont été tout simplement effacés. Prenons l'exemple de La Belle au bois dormant. Dans la version de Giambattista Basile, le conteur italien dont l'œuvre a inspiré l'histoire que nous connaissons, la princesse endormie est trouvée par un roi. Mais il ne l'embrasse pas, il la violente puis s'en va, et elle, toujours plongée dans son sommeil, donne naissance à des jumeaux. Elle ne se réveille pas d'un baiser, mais parce que l'un de ses bébés, cherchant le sein, lui suce l'écharde du fuseau de son doigt. Imaginez se réveiller après de longues années et découvrir 2 enfants à ses côtés, sans avoir la moindre idée de leur origine. N'est-ce pas un retournement de situation incroyable? Ou prenons Hansel et Gretel. Cette histoire, qui peut sembler une simple fiction terrifiante, s'appuie en réalité sur une base historique bien réelle, la grande famine de 1315-1317 en Europe. Ce fut une période de catastrophes monstrueuses où le cannibalisme et l'abandon d'enfants n'étaient pas des contes de fées, mais une réalité effrayante pour de nombreuses familles qui luttaient pour leur survie. La maison en pain d'épices de la sorcière n'est pas une simple fantaisie, mais une métaphore de l'espoir trompeur et d'un piège final, mortel, pour les désespérés. Et que dire de la tragédie de la petite sirène d'Andersen? Nous sommes habitués à la fin heureuse de Disney, mais dans l'original, son histoire est un hymne au sacrifice de soi sans aucune récompense. Elle endure une douleur atroce à chaque pas, son prince ne voit en elle qu'une sauvageonne mignonne et épouse une princesse terrestre. On lui donne un choix, tuer le prince et se sauver, ou mourir elle-même. Elle choisit la seconde option et se dissout en écume de mer. Pas de mariage, pas de « ils vécurent heureux pour toujours ». Seulement la douleur, la perte et une mort silencieuse et tragique.